Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Voilà, on est ensemble le temps d'une bulle santé bien-être dans ce bubble bar du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Avec moi aujourd'hui sur le plateau, le docteur Michel Beau. Vous êtes médecin à Deuil-la-Barre, vous êtes également premier adjoint au maire à Deuil-la-Barre et coordinateur du centre de vaccination, de plusieurs centres de vaccination en fait dans le Val d'Oise. Avec moi également Benjamin Rimaud, vous êtes gériatre, médecin coordonnateur et responsable de projets EHPAD dans le Val d'Oise, mais pas que, hein, vous nous direz, vous faites d'autres choses en plus. Et puis Philippe Casassus qui est avec nous dans toutes les émissions pour nous conter l'histoire de la vaccination dans le Val d'Oise. On en est où, Michel Beau ? La vaccination dans le Val d'Oise qui a commencé maintenant il y a plus de 2 mois sur une multitude de centres de vaccination. On est parti d'une dizaine, on doit être maintenant à peu près à 13 ou 14 centres de vaccination qui sont portés en partenariat avec l'ARS et les territoires, la plupart du temps les villes ou les communautés d'agglomération, comme sur notre territoire, Enghien-Montmorency, Saint-Brice. Fonctionne maintenant bien en partenariat avec des professionnels de santé, en partenariat avec du personnel municipal ou territorial, et toujours en lien avec l'ARS pour coordonner les doses de vaccins. Ça nous a permis de monter progressivement en charge, d'avoir vacciné à peu près actuellement 60% de la population cible de départ, c'est-à-dire des personnes de plus de 75 ans, maintenant de plus de 70 ans et de toutes les personnes à risque. On est certainement le département, en tout cas en Île-de-France, où, parce qu'on a respecté le plus l'éligibilité des patients, le fait de vouloir d'abord privilégier les patients à risque, les patients qui risquaient de développer des complications et voire de mourir, à avoir vacciné le plus possible ces populations cibles, par rapport à d'autres départements où effectivement la population de ce type a été moins vaccinée. Alors ça, c'est les centres de vaccination. Qui vaccine aussi dans le Val d'Oise ? Les pharmaciens, les infirmières, les médecins, qui vaccinent encore ? C'est assez marginal pour l'instant. Pour l'instant, surtout les centres de vaccination. Le vaccin AstraZeneca, on en reparlera, a été déployé aussi dans les cabinets de ville, chez les pharmaciens ou même par les infirmiers. Pour l'instant, le nombre de personnes vaccinées, même s'il est quand même significatif, est quand même peu important. On vient de recevoir dans les structures médicales de ville à nouveau des doses de vaccins, puisqu'il y a eu une rupture pendant une certaine période, et on va pouvoir revacciner, mais ça reste quand même assez marginal. Donc les centres, ça fonctionne bien, et le reste, ça se met en place, c'est ce qu'on peut dire. Ouais, on peut dire ça comme ça. Quid dans les EHPAD, Benjamin Rimaud ? Les EHPAD ont été prioritaires. Donc effectivement, toutes les EHPAD du Val d'Oise ont été vaccinées. La vraie problématique était la responsabilité au départ de est-ce qu'on vaccine en sachant que les gens avaient des troubles cognitifs. Donc on a fait effectivement, on a demandé l'avis des familles. Mais en gros, 86% à peu près des résidents ont été vaccinés en EHPAD. Pour les soignants, ça a été un petit peu plus long, mais ils se décident. Donc on a de plus en plus de soignants qui se font vacciner aussi dans les EHPAD. Donc c'est plutôt intéressant. Ça va être compliqué ça pour les familles de ne pas comprendre pourquoi les soignants ne se vaccinaient pas en EHPAD. Effectivement, c'est un vrai souci. Alors c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. En France, il y a eu un mouvement anti-vax qui était très important. On essayait de mobiliser, pourtant réunion au moins hebdomadaire avec tous les soignants, leur expliquant bien la vaccination, le mécanisme. C'est vrai qu'on entendait des choses incroyables sur les vaccins, mais bon, globalement, ça y est, les gens ont commencé à comprendre. Pour vous donner un exemple, c'est vrai qu'il y a eu un nouveau cluster là, dans un EHPAD dans le Val d'Oise où 14 résidents ont été touchés. Globalement, il y a eu 4 décès. Les 4 décès, c'était des résidents non vaccinés, alors que les autres, finalement, étaient asymptomatiques. Quid des visites aujourd'hui ? Elles ont repris en EHPAD ? Alors, les visites ont repris. C'est vrai que toujours un peu encadré, mais on a augmenté. En fait, au début, c'était
en gros 5 à 6 visites par jour, encadrées, suivies. Là, effectivement, on commence à déconfiner, entre guillemets, où les familles peuvent enfin rentrer et aller dans les chambres et discuter avec leurs parents. Donc on a en gros 10 à 12 visites par jour de famille, mais qui nécessitent bien évidemment du personnel supplémentaire. Et les EHPAD ont mis la main à la poche, entre guillemets, en prenant un ETP supplémentaire pour justement gérer ces visites en EHPAD. Alors on a parlé de la situation au centre de vaccination avec Michel Beau et la situation en ville. On vient d'évoquer la situation en EHPAD. On commence aussi à aller vers les gens maintenant qui ne peuvent pas se déplacer. Hein, tout à fait, oui. Donc moi je suis médecin coordinateur des DAC. Alors les DAC, c'est les dispositifs d'appui à la coordination qui normalement devraient être mis en place en 2022 sur tous les territoires, qui est un regroupement en fait de ce qui existait avant, les plateformes territoriales d'appui, les Maya, les CLIC, tout ça se réunit en un numéro unique. Et effectivement, le but des DAC, c'est de coordonner en fait la complexité au domicile, tout âge, toute pathologie. Et donc c'est vrai que maintenant, les DAC ont été missionnés pour aller faire les vaccinations au domicile. Donc c'est quoi? C'est des infirmières qui vont se déplacer à domicile? Au départ, maintenant ça va pouvoir être les infirmières, mais justement au départ c'était effectivement sous surveillance médicale. Donc on montait des équipes mobiles de vaccination pour les gens en GIR 1-2. Alors les GIR, c'est les 1-2, c'est les plus dépendants, donc qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc on va vers eux avec des listes qui sont fournies par le conseil départemental en général, puisque c'est eux qui s'occupent de la dépendance. Et depuis peu, enfin, les infirmières peuvent aller au domicile pour aller vacciner. Alors, on vaccine avec du Pfizer. Donc, il y a toute une organisation, puisque vous savez qu'une fois que les doses sont reconstituées, on a 6 heures pour les vacciner. Mais à partir de la semaine prochaine, il va y avoir un déploiement beaucoup plus important avec, effectivement, les infirmières libérales qui se détachent pour aller faire des vaccins au domicile. Alors on le voit bien avec tous les acronymes que vous employez, DARC, GIR, machin, enfin bon, il y a plein de choses. On voit bien qu'il y a une certaine complexité quand même administrative en France. Est-ce qu'on utilise bien toutes les compétences de la chaîne de soins? Est-ce que tout le monde a été suffisamment mobilisé d'une manière simple et fluide suffisamment tôt, Michel Beau? Ou est-ce qu'on a des progrès à faire dans le domaine? C'est toujours le même problème du verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je considère que oui. Je considère qu'il faut le vider. Je considère qu'on a bien avancé, que les partenariats se sont bien mis en place entre les autorités sanitaires et les territoires. Et vous dites ça parce que dans le Val d'Oise, ça a particulièrement bien fonctionné aussi. En Val d'Oise, on a vraiment... Est-ce que c'est une histoire d'hommes finalement, tout ça? Alors d'hommes et de femmes, mais c'est vrai que dans le Val d'Oise, on a la chance d'avoir une agence régionale de santé particulièrement pertinente, particulièrement efficace, qui travaille beaucoup avec les territoires, qu'on travaille vraiment dans un partenariat entre la ville, l'hôpital, l'agence régionale de santé. On est vraiment, depuis le début, on se posait les bonnes questions ensemble, même les mauvaises, en tout cas toujours trouver des bonnes solutions. Et de toujours remettre sur la table tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas. C'est vraiment très fluide au niveau de la communication. Voilà. Donc, obligatoirement, pour répondre à la question, je pense qu'on est quand même assez efficace. Je vois que je vois que Benjamin Dedeline. Alors, on a chacun une ligne. Donc, c'est pas toujours très fluide, selon Benjamin. Ça dépend. Alors, c'est pareil. On parle département, mais sur les départements, notre département dans le Val d'Oise est divisé en 3. Donc, sur les communes, effectivement, avec l'hôpital de Pontoise ou d'Aubonne, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Avec l'hôpital de Gonesse, où c'est une population quand même très défavorisée, c'était plus compliqué. Mais par contre, on a enfin pu discuter avec eux et essayer de éviter cette dichotomie ville-hôpital qui était vraiment assez insupportable. On est sur la bonne voie. Le calendrier vaccinal dans le Val d'Oise? On a, alors le calendrier vaccinal, si on prend sur un territoire que je connais mieux que les autres, qui est celui de notre communauté d'agglomération, c'est-à-dire 185 000 habitants, ça représente un peu plus que de 15% de la population du département. On a vacciné à peu près 15 000 personnes actuellement. On est à entre 3 500 vaccinations sur nos 3 centres de vaccination par semaine. L'idée, c'est de passer assez rapidement à 4 500 vaccinations par semaine et après 6 000 vaccinations par semaine. Donc on n'atteindra pas
ce que fait le Stade de France, hein, qui eux sont à 10 000 vaccinations par semaine, mais on les a en ligne de mire. On a bien l'idée de faire pareil. On est organisé. Il faut construire un stade dans le Val d'Oise. Voilà. En tout cas, on est organisé. C'est ce qui nous manque. On a suffisamment d'hôpitaux, mais on n'a pas assez de stades, c'est ça. On est organisé pour. Hein, on s'est mis en position de pouvoir le faire. À la fois en termes de personnel médical, en fait de coordination, de structuration. Le docteur Philippe Cavassus va s'occuper à partir de maintenant du centre de Montmorency, de la coordination du centre de Montmorency. Non pas parce que ça se passait mal, mais pour que ça se passe encore mieux et qu'on puisse se mettre dans une dimension plus importante au niveau du nombre de personnes vaccinées. Alors cette stratégie vaccinale, elle est mise en péril en ce moment avec la polémique autour d'AstraZeneca. Alors qu'est-ce qu'on dit sur AstraZeneca? Ce qu'on dit, les derniers chiffres, c'est sur 30 millions finalement de vaccinés dans le monde. Sur AstraZeneca, il y a eu en gros des cas de thrombose, mais je crois que c'est autour de 200, 250 cas de thrombose. Si on compare finalement aux thromboses liées aux pilules, on est quand même largement loin du risque. Donc le risque finalement, oui, il existe, mais il est vraiment infime par rapport à finalement l'intérêt de la vaccination. Voilà. Philippe Cavassus. Oui, alors je pense qu'il faut vraiment mettre ces incidents ils sont tellement rares qu'on ne peut pas dire que c'est directement lié au vaccin. Et j'ai envie d'évoquer, pour l'expliquer, d'abord c'est pas un trouble de thrombose, c'est un trouble immunologique, c'est une pathologie auto-immune qui induit une thrombose. Et ça m'évoque ce qu'on a montré, ce qu'on a dit avec le vaccin contre la grippe et les syndromes de Guillain-Barré. On a accusé le vaccin contre la grippe de donner un syndrome de Guillain-Barré. Il y a eu une étude épidémiologique au Canada qui a porté sur 1,5 million de personnes et qui a montré qu'effectivement il y avait des syndromes de Guillain-Barré après le vaccin, mais 40 fois moins qu'avec la grippe. En fait, ce sont des troubles immunologiques qui sont induits par un antigène qui peut être un antigène viral, un antigène de vaccin ou un autre. Et en fait, ce que l'on peut supposer, c'est que AstraZeneca ne provoque pas ce trouble, mais le révèle chez des gens qui sont à risque de troubles et probablement le révèle un peu plus précocement. Peut-être que ce sont des choses qui surviendraient 5 ou 10 ans après, mais ça ne le provoque pas, ça le révèle. Voilà. Alors, si mes chiffres sont bons, c'est 4 décès sur 10 millions, donc c'est vraiment très très peu. Mais enfin, vous savez ce que disent les gens. Ils disent, j'ai pas envie d'être... il y a la statistique, mais moi, j'ai pas envie d'être le cas particulier. Le problème de tout ça, c'est que la vaccination, ça fonctionne si tout le monde est vacciné, donc cette fameuse immunité collective. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre du retard dans la course je vaccine le plus possible pour que les variants se développent le moins possible? Alors, Michel. Vous avez déjà donné la réponse, hein, c'est-à-dire qu'il y a un seul objectif, c'est de vacciner le plus vite possible pour des vaccins qui de toute façon marchent très très bien. On n'a jamais eu des vaccins qui ont marché aussi bien que cela, que ce soit les vaccins ARN messager ou les vaccins à virus atténué. On est sur du 90-95%. En fait, en tout cas, ça marche très très bien. Et ça marche d'autant mieux que l'objectif, c'est de ne pas avoir de mortalité, d'arriver à revivre normalement. Et le seul moyen d'y arriver, c'est effectivement de vacciner massivement. De vacciner massivement au moins 60% de la population. On parlera tout à l'heure des enfants, mais si on doit vacciner les enfants aussi, c'est pour pouvoir justement ne pas être obligé de vacciner plus de 60% de population adulte. Sinon, il faudrait vacciner, c'est un chiffre que j'ai entendu hier, plus de 90% des populations adultes. Donc le problème des enfants, on en parlera tout à l'heure, est différent. Mais en tout cas, il y a un objectif, c'est de vacciner. Et ce que disait le docteur Cavassus, c'est que de toute évidence, il n'y a pas un problème du vaccin AstraZeneca. Ce vaccin est très efficace, aussi efficace que les autres. Vous disiez tout à l'heure que dans le monde, on a vacciné des millions et des millions de personnes avec ce vaccin. Tous les jours, en dehors des vaccins, il y a des gens qui font des accidents thromboemboliques. Il y a toujours des facteurs de risque, toujours des facteurs favorisants pour faire des accidents thromboemboliques. Et effectivement, c'est révélateur de quelque chose qui se serait passé de toute façon sur un terrain particulier. On aura quand même du mal à sortir de ça, parce que quand on parle aux gens de bénéfice-risque, ils entendent risque, ils n'entendent pas bénéfice. Je pense que ce qui a été vraiment
mal vécu. En fait, je pense que la communication initiale qui a été très mauvaise en fait par rapport au vaccin. Je pense qu'il fallait réexpliquer qu'est-ce qu'un vaccin, puisque c'est vrai que quand on demande à la population c'est quoi un vaccin, ils sont incapables de nous dire comment fonctionne un vaccin, ce que ça fait. Donc je pense que la communication initiale a été très mauvaise. Et c'est vrai que quand on voit dans les médias qu'on nous rapporte que les effets secondaires et jamais le bénéfice réel de la vaccination, c'est ça qui est vraiment embêtant. Est-ce qu'on peut choisir son vaccin? C'est la question qu'on va se poser après une toute petite pause musicale. On l'a fait petit. La bulle santé bien-être, ça continue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et donc avec nos invités, la question qu'on peut se poser, c'est pour mettre fin finalement à cette polémique autour d'AstraZeneca, est-ce qu'on doit donner le choix aux gens dans le vaccin? Benjamin. Ça me paraît complexe. C'est-à-dire que si on laisse le choix aux gens, on va arrêter l'AstraZeneca. C'est vrai qu'actuellement, là, vu ce qu'on entend et ce qui nous est remonté, c'est si c'est AstraZeneca, je fais pas. Je sais pas si vous avez vu la dernière histoire dans le Nord, c'est qu'ils avaient 700 doses d'AstraZeneca, puis finalement, sur les 700, il y en a que 100 qui sont venus. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient se faire vacciner. Bien sûr. Il faut quand même insister là-dessus. Beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner. Avant la fin de la mission, j'aimerais qu'on parle de la vaccination chez les enfants. Pfizer fait un test en ce moment avec Israël et pas que d'ailleurs, ils font des tests. Est-ce qu'on doit vacciner les enfants, Michel Beau? On a un peu répondu à cette question tout à l'heure, c'est que une fois de plus, le problème, c'est pas l'enfant. Les enfants, depuis le début de cette pathologie, depuis 1 an, on n'a pas eu, et heureusement évidemment, de mortalité infantile. On a eu des enfants, comme dans toutes les pathologies virales, et comme dans toutes les années, qui ont, quand on a un pic épidémique avec la grippe, quand on a un pic avec autre chose, on a parlé du syndrome de Kawasaki, mais il y a un pourcentage d'enfants qui vont faire des complications liées à une circulation virale plus importante qu'habituellement. Donc on n'a pas de problème d'enfant. L'enfant en plus est peu récepteur et peu transmetteur. Avec des virus, des variants comme ceux qu'on a actuellement, ça augmente un petit peu, mais c'est pas le problème. Alors si on n'a pas de problème d'enfant, pourquoi on veut les vacciner, Benjamin? Globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut une immunité collective, il faudrait vacciner 90% de la population. Par contre, si on vaccinait les enfants, pour être immunisé au niveau collectif, finalement, on pourrait être à 60-70% de la population, en sachant qu'on est vacciné, en gros, 90% des enfants. Alors, il y a un débat sur cette immunité collective. On nous dit il faut vacciner 50%, 60%, parfois 80%. En fait, comment elle se calcule, cette immunité collective? C'est les gens qui sont vaccinés. Il y a eu tous les asymptomatiques aussi, qu'on a beaucoup de mal à compter et qui, eux, sont immunisés d'une certaine manière. Comment on l'évalue, l'immunité collective? Benjamin, Michel, qui veut répondre? Voilà, tout le monde est très embêté parce qu'on ne sait pas trop comment on l'évalue. On l'évalue surtout sur l'évolution des courbes. C'est-à-dire que quand on voit dans tous les pays où on a énormément vacciné, où les gens commencent à reprendre une vie normale, ça veut bien dire que cette immunité collective existe. On fera le bilan après. En tout cas, il y a une certitude sur un vaccin qui marche très très bien, dont on sait aussi que les gens vaccinés ne vont plus transmettre ou très très peu. On est certain que de toute façon, il faut aller vers ça. Après, on refera le bilan des chiffres après. Mais en tout cas, il faut vacciner. Est-ce qu'on sera obligé de se refaire vacciner chaque année, Benjamin? Alors là, pour l'instant, c'est au fur et à mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une immunité après les vaccinations qui augmente progressivement. Donc, on peut même se poser la question de se dire, finalement, ça sera peut-être que tous les 2 ans. Mais c'est vrai que
Ça, c'est l'évolution et en tout cas le suivi de la vaccination qui nous le dira, quoi. On va voir, la science tâtonne. C'est inhérent à la science et c'est d'ailleurs le problème de communication qu'on a. C'est-à-dire que souvent les journalistes, et j'en fais partie, veulent des réponses alors que la science avance en tâtonnant. Ce qu'on peut dire, c'est que les coronavirus mutent, on voit bien, mais moins souvent que le virus de la grippe. Donc on peut espérer peut-être qu'effectivement ça ne soit pas tous les ans. Philippe Casassus, quand on parle d'épidémie, dans l'histoire de l'épidémie, bien sûr, le mot qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est la peste. Ah, la peste. Ah, la peste. J'ai envie de vous Quelle parler peste, ce Philippe Casassus. J'ai envie de vous parler de la peste justinienne. Allez, tiens, on en parle. Cette peste qui est survenue à la fin du VIe siècle, vers 567, 569. Elle est partie probablement d'Éthiopie, elle s'est remontée vers Alexandrie, et à partir de là, comme très souvent les pestes, c'est passé dans les bateaux. Dans les cales des bateaux, il y avait les puces de rats qui portent le germe. À partir d'Alexandrie, c'est allé à Constantinople. Puis ensuite, ça a gagné tous les ports de la Méditerranée, l'Italie, etc. À cette époque-là, c'était l'apogée de l'Empire byzantin, avec l'empereur Justinien. Et l'Empire byzantin, pratiquement, c'est allé sur toute la Méditerranée, jusqu'à l'Espagne. Il y avait l'Asie mineure, l'Égypte, bien sûr, les Balkans, la Grèce, et puis une bonne moitié de l'Italie. Et donc, encore une fois, puis même le Maghreb d'aujourd'hui et une partie de l'Espagne. Cette peste a tué la moitié des habitants de Constantinople. Et donc, l'empereur est obligé de ramener une partie de ses troupes un peu partout pour défendre la ville. C'était aussi le moment où il y avait des risques autour de... Très, très peu de temps après, ensuite, il y a eu l'islam. Et donc, notamment, l'Italie a été... une grande partie des troupes de Justinien ont quitté l'Italie. La nature n'aime pas le vide, et il y a des barbares qui venaient d'Europe du Nord, qu'on appelait les Lombards, qui sont descendus et qui ont occupé, ce qui est aujourd'hui la Lombardie, et qui ont occupé la moitié de l'Italie qui était vidée des troupes byzantines. Donc ils sont installés là, bien sûr en faisant fuir toutes les populations. Dans ce qui est aujourd'hui la Vénétie, il y avait des fermiers pêcheurs qui se sont réfugiés dans la lagune, où il y avait des petits îlots, et ces petits îlots, ils ont installé des pilotis d'îlot en îlot, et puis des cabanes. Les Lombards n'avaient rien à faire de ces pêcheurs sur la lagune, donc ils les ont laissés faire. Et ces petits îlots qui se sont enrichis ont donné un siècle plus tard une ville qui s'est appelée Venise. Donc Venise a été créée par la peste justinienne. Voilà une anecdote de plus sur l'histoire de la médecine. Pourquoi on n'ouvre pas la vaccination à tous ? Le nombre de vaccins, nombre de doses. Il faut l'ouvrir au plus vite à tous. Le 19 avril, les États-Unis ouvrent la vaccination à tout le monde. Alors, pourquoi on ne l'ouvre pas à tous ? Parce qu'on a fait le choix de la vie dans notre pays, et plutôt que le choix obligatoirement de l'économie, je pense que c'est un choix quand même pertinent. Et la preuve, c'est que même si on a énormément de gens qui actuellement sont touchés, la mortalité n'a pas tendance à augmenter, voire a tendance à baisser. Donc c'est quand aussi même... parce qu'il y a une meilleure prise en charge, non ? Oui, mais pas que. C'est aussi parce que justement, on a vacciné les bonnes cibles et la population qu'on va vacciner maintenant, qu'il est indispensable de vacciner. Parce qu'on en a parlé avant, c'est le seul moyen de se sortir de cette pandémie, est une population qui est moins à risque. Et donc on va pouvoir vacciner plus dans le temps, en sachant que l'objectif qui a été fixé par le gouvernement, par le chef de l'État, d'arriver à avoir vacciné au milieu de l'été, on va dire, suffisamment de monde dans notre pays pour pouvoir atteindre cette immunité collective, est un objectif tout à fait atteignable. En attendant, les autotests arrivent. Est-ce que ça va nous aider, à lutter contre l'épidémie en 1 minute ?
Les autotests, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'ils sont déjà moins sensibles. Donc on peut encore se poser la question, effectivement déjà, de la bonne pratique. Donc j'ai vu qu'effectivement il y a des pharmaciens qui étaient mobilisés pour montrer comment utiliser ces autotests, mais sont nettement moins sensibles que les autres tests. Alors je vous rappelle, les PCR c'est 70% de sensibilité. Les antigéniques, entre 50 et 60%, et ça dépend à quel moment on fait les antigéniques. Et les autotests sont plutôt en dessous de 50, voire 50% dans les meilleurs cas. Donc voilà. Donc une solution, mais pas la solution miracle, en tout cas. Voilà, merci à tous de nous avoir rejoints au Bubble Bar du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. À très bientôt pour une nouvelle bulle bien-être santé. Je vous rappelle un rendez-vous, c'est le 22 avril, rendez-vous digital des entretiens médicaux d'Enghien de 19 à 21h. On parlera des Covid longues. À très bientôt à tous et d'ici là, portez-vous bien. Merci.